ce livre Cataclysme, on suit l'histoire de Singe, Singe avec un S majuscule. C'est le nom que tu as choisi de donner à l'être humain. Je me suis posé la question, est-ce que c'est une provocation, est-ce que c'est une moquerie, ou pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, Singe, ce n'est ni une provocation, ni une moquerie, et ce n'est pas tout à fait l'humain, c'est l'humanité dans son ensemble, comme une force motrice un peu. C'est un résumé de l'humanité. Alors, Singe, parce que, alors comme je l'explique au début, c'est un personnage intéressant dans certaines mythologies, notamment chinoises et indiennes. Dans la mesure où c'est un être absolument extraordinaire dans la mythologie indienne, il rase les montagnes, il peut sauter d'un bond, c'est Hanuman en fait, le dieu Hanuman, il peut sauter d'un bond de l'Inde au Sri Lanka. En fait, c'est un dieu à l'antique, et en fait, on fait aujourd'hui exactement la même chose. S'il vous prend fantaisie de sauter de l'Inde au Sri Lanka en un seul bond, ben vous prenez un avion. Si vous voulez raser une montagne, c'est un peu plus compliqué, il vous faut plus que le budget pour prendre un ticket aérien. Il faut être à la tête d'une multinationale minière qui a décidé de raser une montagne. Mais ça se fait, on rase des montagnes aujourd'hui quand on manque de certains minerais par exemple. Donc nous sommes devenus l'égal d'un dieu. Et quelque part nous sommes restés en fait tout aussi prétentieux que les singes dont nous, non pas descendons, nous sommes un singe en fait, un grand singe. Nous sommes apparentés aux chimpanzés. Il faut comprendre que singe, l'humanité, a besoin de se nourrir comme tout être. Et donc, il mène, comme tout animal, une guerre à son milieu dans la mesure où il prend à son milieu et que généralement le milieu trouve moyen de coexister avec le flux que cela génère. Nous avons trouvé moyen d'extraire plus de notre milieu. Donc, la guerre en question, c'est une guerre à la nature pour se procurer les ressources. La première guerre, c'est celle des chasseurs-cueilleurs. L'essentiel de l'histoire de l'humanité, c'est une guerre à basse intensité parce qu'on n'avait pas beaucoup les moyens d'impacter l'environnement, même si on l'a fait en laissant des traces archéologiques de cette guerre-là. La deuxième phase, ça a été domestication du vivant et début en fait des civilisations. Et ça, c'est une guerre de moyenne intensité menée à la nature parce qu'on a intensifié la production de nourriture sur la nature. Et la troisième phase commence il y a environ 2 siècles, une guerre à haute intensité qui repose sur l'usage de technologies de guerre. Donc celle-ci, on en reparlera à la fin. Et on va revenir sur cette période donc des chasseurs-cueilleurs. Il y a une révolution corporelle, nous sommes devenus bipèdes et nous avons acquis un gros cerveau, une révolution cognitive où nous avons utilisé ce gros cerveau pour inventer des moyens de coopérer en masse, c'est-à-dire le langage. Et nous avons domestiquer le feu qui a déjà permis d'impacter lourdement les milieux. On voit très clairement qu'à partir d'il y a 200 000 ans, les humains chassent les gros mammifères et les poussent lentement vers l'extinction. C'est particulièrement visible dans les nouveaux milieux où arrivent les humains, c'est-à-dire en Australie, il y a 65 000 ans, et dans les Amériques, il y a 25 à 15 000 ans, où les grands animaux disparaissent massivement à l'arrivée des humains, à l'arrivée de singes. Et puis vient un moment où sur Terre, il y a environ 5 millions de chasseurs-cueilleurs et c'est à peu près tout ce que la planète peut accueillir au niveau des écosystèmes. Il y a un cliquet malthusien qui s'est mis en place, c'est-à-dire un moment où on ne peut plus drainer plus de ressources dans le milieu pour que la population croisse. Et pour la première fois peut-être dans l'histoire naturelle, une espèce animale qui a réussi déjà à s'implanter dans quasiment tous les milieux. On n'était pas les premiers à le faire, les éléphantidés l'avaient fait avant nous, les canidés l'avaient fait avant nous. Mais une espèce animale, parmi d'autres, va parvenir à intensifier massivement la production de nourriture autour d'elle. Et c'est ça la troisième révolution, la révolution agricole, c'est la domestication du vivant. Et elle comprend 3 volets, en fait, ce programme de domestication. La domestication du végétal, nous allons changer le génome du blé pour pouvoir récolter plus de graines, des graines plus charnues, plus nombreuses, pour pouvoir changer de régime alimentaire. Nous allons domestiquer les grands animaux qui ont survécu au massacre. Par exemple, l'auroch. On va prendre un gros animal sauvage extrêmement puissant et on va le transformer en vache bien docile pour avoir à manger, puis plus tard on aura du lait avec. Et puis on va domestiquer un 3e volet dans ce programme, c'est l'humain. On va lui apprendre la hiérarchie, on va construire des sociétés
plus efficaces dans leur milieu. Et c'est là où il faut se débarrasser aussi d'une vision qui consisterait à dire que le progrès, c'est forcément bien pour l'individu. Le progrès, d'un point de vue évolutionniste, c'est bien pour l'espèce, c'est-à-dire ça aboutit à la multiplication de l'espèce. Mais ce n'est pas bon pour l'individu. À vrai dire, l'évolution se fout du confort individuel. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes moins grands, moins forts, et probablement moins libres dans nos têtes et moins intelligents que les chasseurs-cueilleurs dont nous descendons. L'humain est effectivement une espèce animale qui s'est vraiment adaptée partout où elle est allée sur Terre grâce à sa capacité à travailler son milieu. Donc la réponse, elle est là. Le problème, c'est qu'à force de développer cette capacité, nous sommes devenus de plus en plus impactants sur le milieu. Et on parle souvent aujourd'hui du capitalisme. Le capitalisme est une de ses modalités, c'est pourquoi j'ai parlé de la création de la première grande société anonyme qui est la Compagnie des Indes orientales, Compagnie britannique des Indes orientales. C'est tout simplement que c'est un levier formidable pour, comment dirais-je, augmenter la capacité de l'argent à nous organiser pour impacter le monde. Et le capitalisme en fait est à la base une idéologie qui est géniale, qui est la dernière grande partie de la révolution morale. Quand je dis génial, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la première religion à accomplir ses promesses d'un meilleur temps. De facto, le capitalisme dit tout le monde peut être riche, tout le monde peut vivre dans l'opulence, avoir un smartphone, une voiture, un appartement, et ça devient vrai. Il y a 40 ans, il y avait un peu moins d'un demi-milliard de personnes sur Terre qui vivaient dans l'opulence. Aujourd'hui, nous sommes 2 milliards. Et nous sommes toujours plus nombreux à sortir de la pauvreté, à devenir riches. Ça s'est déplacé. Aujourd'hui, c'est en Chine, c'est en Inde que ça se passe. Mais l'OCDE prévoit que 2 milliards de personnes supplémentaires vont sortir de la pauvreté. Voilà. Donc le capitalisme accomplit ses promesses et c'est pour ça que personne n'est prêt à y renoncer, même quand les effondristes aujourd'hui disent mais attendez, une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, c'est une folie. Oui, c'est un dogme religieux, mais c'est un dogme religieux qui marche aujourd'hui. Le pacte faustien, on devra le payer plus tard, on a déjà signé avec notre sang et avec le sang de nos descendants, mais la facture elle sera présentée à nos descendants. Donc, on va droit dans le mur. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on peut probablement nourrir l'humanité sans tout cet apport énergétique fou qui consiste à utiliser le pétrole pour faire des engrais, retourner les terres massivement, les appauvrir, les stériliser littéralement, tasser le sol et puis réaérer le sol, remettre artificiellement des engrais dedans, mettre des plantes sélectionnées génétiquement, etc. Toute cette débauche d'énergie hallucinante qu'on ne va pas pouvoir maintenir pendant très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est en termes de décennies. On sait qu'on peut faire différemment, mais que ça implique un modèle agroécologique différent. Si on n'élève pas autant d'animaux, par exemple en France aujourd'hui 80% de ce qu'on produit dans les champs sert à nourrir des animaux de boucherie et comme on le fait de façon intensive, la viande n'a pas du tout le même goût que ce qu'elle pouvait avoir il y a 100 ans. Et donc il y a eu cette trajectoire où on a décidé d'utiliser de l'engrais et comme tu le disais, un peu de maltraiter les sols finalement. Est-ce que la marche arrière est possible parce que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours eu globalement une démographie croissante, une espérance de vie croissante. Et est-ce que la trajectoire inverse est possible sans que ça soit trop catastrophique ? Alors, ce qui est catastrophique, c'est de continuer dans le sens où nous sommes, parce qu'aujourd'hui, c'est une litote que de dire qu'on a altéré les sols. Un sol cultivé de façon ordinaire aujourd'hui, entre guillemets, je dis bien ordinaire parce qu'on parle d'agriculture conventionnelle en l'opposant à une agriculture bio qui serait une agriculture d'élite, etc. Il faut savoir que l'agriculture bio, c'était le seul mode de production agricole qu'on connaissait jusque dans les années 1930. Et même en France, elle était encore largement majoritaire dans les années 1970. Donc l'agriculture conventionnelle, non, c'est une agriculture industrielle. Il faut appeler les choses par leur nom. Cette agriculture industrielle-là, elle a tué les sols. C'est-à-dire que en 40 ans, il reste 10% des vers de terre dans les sols qui ont été traités de la sorte. La vie microbienne a quasiment disparu. Nous avons stérilisé nos sols. Et ceux-ci ne fournissent
plus qu'au prix de plus en plus d'intrants, ou d'intrants de plus en plus concentrés, ce qui explique que le volume d'intrants ne fasse que doubler depuis 10 ans. C'est tout simplement que les produits actifs sont de plus en plus concentrés dedans. Donc c'est une folie pure. On le sait. Il faut en sortir. Il est possible d'en sortir. Les sols peuvent être remis en culture, je dirais, plus rationnelle, en 5 à 20 ans, suivant les contextes, suivant les modalités de fertilisation autres que l'on peut mettre en œuvre, suivant le suivi de la faune microbienne et aussi suivant la main-d'œuvre qu'on choisit de mettre au travail dessus. Mais ça tombe bien. Théoriquement, on devrait changer de modèle agricole et on devrait résorber le chômage, voire absorber des migrations de plus en plus fortes venues du Sud. Or, en plus, la plupart du temps, ce sont des paysans qui viennent du Sud. Donc, je veux dire, il y a une conjonction telle qu'un programme politique fort pourrait exploiter pour redynamiser les campagnes, etc., plutôt que de dépenser des sommes hallucinantes à payer des grands semenciers et à, comment dirais-je, hypothéquer le futur de nos enfants de deux façons, en stérilisant les sols et en laissant de grands groupes alimentaires déposer des brevets à tour de bras sur des organismes dont on aura besoin pour se nourrir plus tard, quoi. Donc voilà, mais ça implique que l'on sorte du dogme néolibéral, et c'est encore une question presque d'idéologie religieuse. C'est-à-dire, effectivement, on est encore sous un mantra qu'on a répété à nos élites en les formant: le marché ajuste tout pour le bien-être de tout le monde. Donc aujourd'hui, on a un gros mouvement de collapsologues, de gens qui réfléchissent à l'effondrement, qui se disent ou non d'ailleurs collapsologues. Quel est ton positionnement par rapport à ce mouvement ? Alors, le gros mouvement, il est devenu médiatiquement connu. De plus en plus de gens écoutent ces thèses. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils les reçoivent. Je ne dirais pas que c'est quand même un gros mouvement. Mais on en parle médiatiquement et c'est déjà un progrès énorme depuis 1 an. Et c'est de plus en plus fort. Je préfère le terme d'effondriste, mais ça c'est une petite nuance bête. Ma position, c'est que je suis effondriste à, je dirais, 60-70%. C'est-à-dire que je pense qu'un effondrement est une probabilité forte, de l'ordre de 70% peut-être, et qu'elle va s'accroître si on ne fait rien fortement. En revanche, ne jamais donner de chiffres, ne jamais donner de prédictions, ça me semble être une prudence élémentaire, dans la mesure où le système capitaliste est encore actif, et même il est à l'échelle planétaire toujours en train de croître. Nous sommes dans une partie du monde qui est privilégiée. Avouons-le, dans l'histoire humaine, il n'y a quasiment aucun moment où on a vécu aussi bien. Et en plus, nous avons la chance de faire partie des 2 milliards d'élus sur 7,5 milliards d'humains qui vivent très bien dans des appartements chauffés, avec des infrastructures à notre disposition, une espérance de vie pour l'instant longue. Et quelque part, il faut aussi comprendre les gens qui sont aux marges et qui sont sur le point de rentrer dans ce système. Voilà. Et donc, il va falloir vider le capitalisme de sa charge idéologique, émotionnelle, religieuse, d'accomplissement de l'humanité, et trouver de nouveaux récits. Mais comme d'autres qui s'efforcent de trouver de nouveaux récits, que ce soit Cyril Dion ou Pablo Servigne, je ne sais pas comment les construire. Voilà. Mais c'est à ça qu'on va devoir s'employer, c'est-à-dire effectivement rendre désirable à notre futur.